dormez paisiblement, père. Je m'occuperai de l'héritage. Le décret de dissolution était censé arriver le mardi suivant. Au lieu de cela, j'ai découvert la sœur de ma femme installée dans notre chambre d'amis avec ses 3 enfants et un amant que je n'avais jamais rencontré auparavant. Ce fut mon premier indice que mon existence avait officiellement sombré dans le chaos. Je m'appelle Jacques Morrison et, jusqu'à il y a 3 mois, je croyais avoir une vision claire de ma vie. 15 ans de mariage avec Anya, un cabinet d'avocats florissant, une fille qui entrait à l'université et une existence modeste, mais confortable à Cedar Falls, dans l'Iowa. Puis, le père d'Anya est décédé, lui léguant 33 millions de dollars et une résidence somptueuse perchée au sommet de la colline, ressemblant à quelque chose sorti des pages d'un roman de Stephen King. L'argent transforme les gens. Je ne m'attendais simplement pas à ce que cela se produise aussi précipitamment. Je me tenais sur le seuil de ce qui constituait autrefois ma chambre d'amis, observant cet individu inconnu, l'amant de la sœur d'Anya, fouillant dans ma boîte à outils comme s'il en était le propriétaire légitime. Le type devait avoir environ 25 ans, était orné de nombreux tatouages et arborait un sourire suffisant qui incitait à lui présenter son poing au visage. « Excusez-moi » ai-je articulé, gardant un ton mesuré. « Il se trouve que c'est ma boîte à outils. » Il leva les yeux, le sourire toujours collé sur son visage. « Ouais. Anya a dit que je pouvais emprunter tous les outils dont j'avais besoin pour réparer l'évier situé à l'étage. Est-ce que cela vous pose un problème ? » Cela me pose plusieurs problèmes, ai-je rétorqué, à commencer par le fait que je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Danny, a-t-il déclaré, comme si ce seul mot fournissait une explication complète. Je suis actuellement avec Carla. Anya est d'accord avec ça. Carla, la sœur cadette d'Anya, celle qui n'avait jamais conservé un emploi plus de 6 mois et avait eu 3 enfants de 3 pères différents. Celle qui apparaissait invariablement quand elle avait besoin d'aide financière et disparaissait dès que les circonstances se stabilisaient. Où est Anya ? ai-je demandé. Au bureau. Elle a dit qu'elle serait de nouveau en retard ce soir, une histoire d'affaires importante. Danny a repris sa fouille de mes outils. Elle gravit effectivement les échelons professionnels. Ce nouveau bureau situé dans le manoir est assez impressionnant. Le manoir. Bien sûr. Anya y avait transféré l'ensemble de son cabinet d'avocats 2 semaines plus tôt, affirmant qu'elle avait besoin de plus d'espace et du prestige associé. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était se détacher de moi et de tout ce qui lui rappelait notre ancienne existence. J'ai traversé la maison, ma maison, celle pour laquelle je versais des paiements hypothécaires depuis 12 ans, et j'ai fait l'évaluation des dégâts. Les enfants de Carla avaient fait des gribouillis au crayon sur les murs. Quelqu'un avait fumé dans le salon, malgré mon interdiction de fumer. La cuisine avait l'air d'avoir été frappée par un cyclone. Mon téléphone portable a émis un bourdonnement. Un message texte d'Anya. Je travaille tard encore. Ne m'attends pas, je recevais ce même message chaque soir depuis 2 mois. Au début, j'y avais cru. Anya était ambitieuse, elle l'avait toujours été. Cependant, les avocates ambitieuses ne rentrent généralement pas chez elles en exhalant un parfum coûteux qui n'est pas le leur. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur, l'une des 2 seules restantes, bien que j'ai acheté un pack de 12 la veille, et je suis descendu au sous-sol. C'était le seul endroit de la maison qui semblait encore m'appartenir. Mon atelier, mon matériel de boxe, mon sanctuaire loin du chaos qui se déroulait à l'étage, c'est là que j'ai découvert la tablette. L'iPad d'Anya, oublié par inadvertance sur mon établi, était resté connecté à ses messages. J'aurais dû le fermer et partir. J'aurais dû respecter sa vie privée. Cependant, quand on est marié à une personne depuis 15 ans et qu'elle commence soudainement à vous traiter comme si vous étiez un étranger, la vie privée devient un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Le premier fil de message a fait se figer mon sang. Anya, il commence à se douter de quelque chose. Nous devons être plus prudents. Greg, laisse-le se douter de quelque chose. Qu'est-il capable de faire ? Tu as tous les atouts en main maintenant. Greg, mon frère cadet, le préféré qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, mais qui parvenait toujours à retomber sur ses pieds d'une manière ou d'une autre. Celui qui m'avait emprunté de l'argent à de nombreuses reprises et n'avait jamais remboursé un seul centime. Anya, j'ai parfois des remords. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Greg, 15 ans à accepter la médiocrité. Tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui corresponde à ton ambition. Anya, tu as raison. Il faut juste que je trouve comment lui annoncer. Greg, pourquoi lui annoncer quoi que ce soit ?
Laisse-le le découvrir par lui-même. Peut-être qu'il nous rendra service à tous et qu'il partira de son propre chef. J'ai fait défiler l'écran, les mains tremblantes. Des photos, un nombre incalculable de photos. Anya et Greg ensemble dans le manoir, dans des situations compromettantes qui ne laissaient rien à l'imagination. Les dates indiquaient que ça durait depuis des mois, et certaines photos étaient antérieures aux funérailles de son père. Mon portable a commencé à sonner. Numéro inconnu. Jack Morrison? C'est bien moi. Ici le détective Mills, police de Cedar Falls. Nous avons besoin de votre présence au commissariat. Mon cœur a cessé de battre. Pourquoi? Votre femme a déposé plainte pour menaces envers elle et sa famille. Nous devons simplement vous poser quelques questions. J'ai baissé les yeux sur la tablette, puis les élevé vers le plafond, où j'entendais les voix de Danny se mêler au rire de Carla. J'arrive tout de suite. Le commissariat était à 10 minutes en voiture, mais ça m'a paru durer 1 heure. Le détective Mills était une femme d'une quarantaine d'années au visage fatigué, qui avait probablement vu toutes les variations de drames conjugaux que la ville avait à offrir. Votre femme affirme que vous avez un comportement étrange depuis le décès de son père, a-t-elle déclaré en consultant ses notes. Colère, menace, elle craint pour sa sécurité personnelle. Menace? J'ai failli avoir un rire moqueur. Détective, il y a 3 mois, ma femme a hérité d'une somme d'argent supérieure à ce que je gagnerai probablement jamais en 10 vies. Depuis lors, elle a installé la famille de sa sœur chez moi sans me demander mon avis, elle travaille 16 heures par jour, et elle me parle à peine. Si j'ai l'air en colère, c'est parce que je suis en train de voir mon mariage se désintégrer en direct. Elle a mentionné que vous avez fouillé dans ses affaires personnelles, notamment la tablette. D'une manière ou d'une autre, elle était au courant. J'ai trouvé son iPad dans mon atelier. J'ai vu des messages échangés entre elle et mon frère. Ils ont une liaison. Miss a acquiescé, comme si elle avait entendu cette histoire 1000 fois auparavant. Monsieur Morrison, je vais vous donner un conseil. Quels que soient les problèmes que vous et votre femme rencontrez, essayez de les résoudre par le biais de représentants légaux, plutôt que par des confrontations. La dernière chose que vous voulez, c'est une ordonnance restrictive à votre casier. C'est tel qu'il je ne prends pas parti. Je vous dis simplement comment éviter la prison. Rentrez chez vous. Gardez votre calme. Ne contactez pas votre frère. Arrêtez de fouiller dans ses affaires. N'allez pas lui donner de munitions. Je suis rentré chez moi hébété. Les mots du détective Miss résonnaient dans ma tête, n'allez pas lui donner de munitions. Comme si je ne lui avais pas déjà fourni un arsenal entier en étant assez stupide pour faire confiance aux personnes que j'aimais le plus. La maison était plus calme à mon retour. Les enfants de Carla dormaient, et Danny était introuvable. J'ai trouvé Carla dans la cuisine, en train de piller mon réfrigérateur. Où est Anya, ai-je demandé. Toujours au travail. Elle a téléphoné pour dire qu'elle ne rentrerait peut-être pas du tout ce soir. Grosse affaire, tu comprends? Carla ne m'a même pas regardé, continuant de mettre de la charcuterie sur un sandwich. C'est vraiment quelqu'un, ta femme. Toujours été la plus intelligente de la famille. Carla, combien de temps comptes-tu rester ici? Elle a enfin levé les yeux, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui me rappelait Anya, une froideur calculatrice qui n'était pas présente dans notre jeunesse. Aussi longtemps qu'Anya nous le permettra. C'est elle qui possède cette maison maintenant, non? Une partie de l'héritage? Non, ce n'est pas le cas. Cette maison est enregistrée à mon nom. J'ai remboursé le prêt hypothécaire pendant 12 ans. Carla a haussé les épaules. C'est une affaire entre toi et elle. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a dit qu'on pouvait rester aussi longtemps qu'on en avait besoin, et en ce moment, on a besoin. Je me suis couché seul ce soir-là, fixant le plafond et écoutant les bruits de personnes inconnues qui habitaient ma maison. À 2 heures du matin, j'ai entendu la voiture d'Anya dans l'allée. Elle monta l'escalier avec la furtivité d'une adolescente évitant la détection parentale, mais au lieu de se diriger vers notre chambre, elle entra dans la salle de bain des invités pour prendre une douche. Lorsqu'elle se glissa finalement dans le lit, elle exhalait un parfum de savon et de shampoing, mais en dessous se cachait une légère odeur d'eau de Cologne. L'eau de Cologne de Greg. La même marque qu'il portait depuis le collège. Celle qui se vendait à un prix dépassant les mensualités de la voiture de la plupart des gens. Comment s'est passé le travail, murmurai-je. Bien, répondit-elle, dos tourné. Dors, Jacques. Anya, nous devons discuter. Pas ce soir.
Je suis épuisé. Je restais allongé 1 heure de plus, observant sa respiration, me demandant à quel moment la femme dont j'étais tombé amoureux s'était transformée en une étrangère. Quand je finis par sombrer dans le sommeil, je rêvais du manoir situé au sommet de la colline, ses fenêtres illuminées comme des organes oculaires dans l'obscurité, observant tout et ne révélant rien. Je me réveillais au son de ma fille s'adressant bruyamment à quelqu'un au téléphone. Lila était rentrée de ses études universitaires pour le week-end, ce qui impliquait généralement des corvées de lessive, des repas gratuits et des sermons sur mon impératif de me familiariser avec les subtilités des réseaux sociaux. Cette fois, il semblait que ce soit elle qui recevait le sermon. « Ton opinion m'indiffère, maman », disait-elle lorsque j'entrais dans la cuisine. C'est embarrassant. Mes connaissances posent des questions. Elle remarqua ma présence et modula immédiatement le ton de sa voix, mais j'entendis la fin de l'échange. Règle ça, un point c'est tout. Compris ? Je ne peux plus inventer d'excuses. Tout va bien, demandai-je en versant du café d'une cafetière déjà à moitié vide. La famille de Carla s'était levée tôt. Maman se comporte bizarrement, déclara Lila en s'effondrant sur une chaise. Elle veut que je passe le week-end au manoir plutôt qu'ici, prétendant que c'est plus approprié pour une personne de ma condition. Elle fit des guillemets dans l'air avec un dédain ostensible. Ma condition ? Depuis la mort de grand-père, elle agit comme si nous étions des membres de l'aristocratie ou quelque chose de ce genre. C'est répugnant, papa. Elle m'a acheté une voiture la semaine dernière. Une BMW. Je n'ai même pas demandé. Je m'assis en face de ma fille, scrutant son visage. À 20 ans, Lila possédait l'intelligence vive d'Anya, mais mon entêtement. Elle était aussi la seule personne dans mon existence qui semblait encore me percevoir comme autre chose qu'un obstacle à surmonter. Lila, puis-je te poser une question ? Ta mère se comporte-t-elle différemment ces derniers temps ? Elle parut mal à l'aise. Différemment comment ? Je ne sais pas, distante, comme si elle avait d'autres choses en tête. Papa ? Lila tripota son téléphone portable. Est-ce que toi et maman envisagez de divorcer ? La question me frappa avec la force d'un coup physique à l'abdomen. Pourquoi poses-tu une telle question ? Parce que vous dormez dans des chambres séparées depuis 2 semaines. Parce qu'elle n'est presque plus jamais à la maison. Parce que tonton Greg traîne constamment au manoir quand je vais là-bas. Elle fit une pause. Et parce qu'elle m'avait demandé la veille ce que je pensais de la notion de nouveaux modèles familiaux. Nouveaux modèles familiaux. Mon Dieu. Lila, quel que soit le dénouement entre ta mère et moi, notre affection pour toi restera constante. C'est l'assurance paternelle habituelle prononcée juste avant d'infliger des dommages irréparables à l'existence de leurs enfants. Elle se leva, saisissant son sac à main. Je vais chez Sarah. Au moins, ses parents vivent toujours dans le même code postal. Après le départ de Lila, je restais assis dans la cuisine, essayant d'assimiler les informations qu'elle m'avait communiquées. Tonton Greg qui traîne dans la résidence opulente, nouveaux modèles familiaux. Il semblait qu'Anya était déjà en train d'échafauder notre dissolution et de concevoir un moyen de la présenter à notre fille sous un jour favorable. Mon téléphone portable émit un bourdonnement. Un texto de mon ancien associé, Mike Chen. Vers ce soir ? Je ne t'ai pas vu depuis plusieurs semaines. Mike et moi avions créé une modeste entreprise de construction ensemble juste après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Nous l'avions revendu 5 ans auparavant pour un bénéfice respectable. Pas suffisant pour une résidence au sommet du promontoire, mais suffisant pour assurer une existence confortable. Mike avait utilisé sa part pour acheter une taverne dans le centre-ville. J'avais utilisé la mienne pour rembourser l'hypothèque de la maison et allouer des fonds pour les études universitaires de Lila. Je répondis par texto, certainement. J'aurais besoin d'un visage compatissant. Le Rusty encore était la source d'immense satisfaction de Mike, un établissement modeste réputé pour sa cuisine délicieuse et sa sélection de bières supérieures. C'était aussi un terrain neutre, un endroit où je pouvais réfléchir à mes problèmes sans croiser la progéniture de Carla ni détecter le parfum de Greg sur les vêtements de ma femme. Mike était posté derrière le bar à mon arrivée, astiquant méticuleusement la verrerie avec la précision méthodique d'un individu qui avait découvert sa véritable vocation. « Jacques, voici mon client le plus estimé. Tu as l'air horrible. » « Je me sens horrible aussi. » « Serre-moi la plus forte potion que tu aies. » Il versa 2 doigts de whisky et le fit glisser sur la surface du bar. Discorde domestique ? Le paradis est réduit en cendres. J'examine simplement les vestiges.
Mike me connaissait suffisamment longtemps pour savoir quand j'avais besoin de communication verbale et quand j'avais besoin de consommer de l'alcool en silence. Il me laissa savourer le whisky pendant qu'il s'occupait d'autres clients, cependant, je sentais son regard sur moi, anticipant ma prise de parole. « C'est Tania », finis-je par articuler. Je m'en doutais, des difficultés conjugales ? Elle a une liaison secrète avec mon frère. Mike cessa de polir le verre dans ses mains. Greg ? Ton frère Greg. J'ai découvert des messages sur sa tablette, des photos, tout le répertoire sordide. J'avalai le whisky d'un trait. Et le summum, c'est qu'elle essaie de me faire passer pour le méchant, elle a déposé une plainte auprès des autorités hier, alléguant que je la menaçais. Mon Dieu, Jacques. Quelle ligne de conduite comptes-tu adopter ? Je n'en ai aucune idée. Elle a maintenant toutes les ressources financières, toute l'influence. Je suis juste l'individu qui a remboursé l'hypothèque d'une maison qu'elle croit apparemment lui appartenir. Mike me servit une autre boisson. As-tu besoin d'un avocat ? Avec quelles ressources financières ? C'est elle, la professionnelle du droit dans la famille. Elle connaît tous les avocats de la ville, et ceux qu'elle ne connaît pas, elle a les moyens de les engager. Je suis un individu qui gérait autrefois une entreprise de construction et qui répare maintenant des fuites de plomberie pour survivre. Il doit bien y avoir quelque chose, Mike. Je le regardais avec insistance. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Indépendamment des événements qui se dérouleront dans les semaines à venir, indépendamment des informations que tu recevras à mon sujet, souviens-toi que je ne suis pas le malfaiteur dans ce scénario. Je peux en avoir l'air, mais je ne le suis pas, il acquiesça lentement. Qu'est-ce que tu envisages ? J'envisage de rappeler à tout le monde à qui ils ont affaire. Je quittai l'établissement vers 10 heures, ressentant les effets du whisky, mais pas suffisamment ivre pour commettre d'impair. Le trajet en voiture vers la maison me fit passer devant la somptueuse résidence, et je me suis retrouvé à bifurquer dans l'allée circulaire avant même d'avoir consciemment pris cette décision. L'édifice était illuminé comme si c'était Noël. Chaque fenêtre émanait une lueur radieuse, et je pouvais distinguer des silhouettes qui se déplaçaient à l'intérieur. Une fête, peut-être, ou simplement Anya exhibant sa nouvelle vie à quiconque lui accorderait de l'attention. Je suis resté assis dans mon camion pendant une dizaine de minutes, observant les ombres exécuter leur ballet derrière les rideaux avant de finalement trouver la force de me diriger vers l'entrée principale. Elle n'était pas verrouillée. Le hall d'entrée dépassait mon salon en ampleur, avec un lustre qui coûtait probablement plus que ma rémunération annuelle. Je pouvais entendre des voix provenant de ce que je supposais être la bibliothèque. Joyeux brouhaha, composition mélodique, le tintement de verre coûteux. Je suivis le stimulus auditif dans un couloir orné de portraits des ancêtres d'Anya, des hommes et des femmes au visage sévère qui semblaient n'avoir jamais connu un jour de gaieté de toute leur vie. La porte de la bibliothèque était légèrement entr'ouverte, et à travers l'ouverture, je pouvais voir tout ce que j'avais besoin de voir. Anya était installée dans un fauteuil en cuir qui ressemblait à un trône, un verre de vin à la main, riant d'une remarque que Greg lui avait chuchotée à l'oreille. Il était perché sur la coudoir de son siège, son bras posé sur son épaule avec une intimité désinvolte. Ils semblaient à l'aise l'un avec l'autre. Naturel. Il y avait d'autres personnes présentes dans la pièce, des associés du cabinet d'avocats d'Anya, quelques voisins que je reconnaissais, des visages qui m'étaient inconnus. Tout le monde était habillé comme s'il assistait à un vernissage. Tout le monde avait l'air d'appartenir à une résidence opulente. J'ai poussé la porte et je suis entré. La conversation s'est arrêtée. Tous les visages étaient tournés vers moi, et je pouvais percevoir les calculs qui se tramaient derrière leurs globes oculaires. Certains semblaient gênés, comme pris en flagrant délit d'agissement furtif. D'autres semblaient vexés, comme si j'étais un visiteur importun venant perturber une réunion privée. Le visage d'Anya a été traversé par plusieurs expressions en succession rapide. Surprise, appréhension, colère et, finalement, un calme glacial. Jacques, articula-t-elle, d'une voix méticuleusement neutre. Je ne m'attendais pas à ta présence. Je suppose que ce n'était pas le cas. J'ai parcouru la pièce du regard, établissant un contact visuel avec chacun. Une agréable réunion. Célèbre-t-on une occasion particulière ? Greg s'est levé, se plaçant entre Anya et moi. Peut-être devrais-tu partir, Jacques. Tu n'es manifestement pas invité. Invité, dis-je avec dérision, mais sans aucune once de légèreté dans l'expression. C'est intéressant. Mon épouse organise une réunion mondaine et oublie d'inviter son mari, mais mon frère est autorisé à jouer le rôle d'hôte.
Comment cela fonctionne-t-il précisément? Jacques, s'il te plaît. Anya a posé son verre de vin et s'est redressée. Ne provoque pas d'esclandre. Une esclandre? J'ai examiné les visages qui m'entouraient. Des personnes que je connaissais depuis de nombreuses années. Des personnes qui avaient participé à des barbecues dans mon jardin. Des personnes qui avaient célébré des fêtes avec ma famille. Alludes-tu à un scénario dans lequel je découvre que mon épouse entretient une liaison clandestine avec mon frère? Ou à un scénario dans lequel elle dépose un faux témoignage auprès des forces de l'ordre afin de me faire passer pour une menace? Quel scénario cherchons-nous à éviter ici? La pièce était désormais complètement silencieuse. Le visage de Greg avait pris une teinte cramoisie, mais il ne reculait pas. Tu dois partir, articula-t-il, s'approchant davantage. Immédiatement. Ou quoi? Je me suis également rapproché, suffisamment pour distinguer son parfum, la même senteur que je sentais sur les vêtements de ma femme. Tu vas appeler la police, me faire arrêter? Il semblerait que ce soit la stratégie familiale en vogue ces temps-ci. Jacques, arrête. Anya s'est interposée entre nous, sa voix perçante. Tu es ivre. Je ne suis pas assez ivre pour faire face à une telle perfidie. Perfidie? Ricana Greg. Jacques, réveille-toi. Regarde autour de toi. C'est le domaine d'Anya, maintenant. Elle n'a plus besoin de se contenter d'eux. Je l'ai frappée. Ce n'était pas une décision calculée. Ce n'était pas un élément d'un plan stratégique. C'était purement instinctif. 15 ans de mariage et 35 ans d'association fraternelle explosant en un instant de colère. Greg s'est effondré lourdement, du sang jaillissant de sa cavité nasale. Quelqu'un a poussé un cri, peut-être Anya, peut-être l'une des autres femmes présentes. Je me tenais au-dessus de mon frère, mes jointures brûlant, me sentant plus vivant que je ne l'avais été depuis des mois. Jacques. Anya tirait sur mon bras. Que as-tu fait? Ce que j'aurais dû faire il y a plusieurs semaines. Le personnel de sécurité est arrivé en quelques minutes. Apparemment, la demeure opulente était équipée de sa propre équipe de garde privée. Ils ont été courtois mais résolus, m'escortant vers la porte tandis que Greg tenait une serviette contre son visage et me regardait avec une animosité pure. Ce n'est pas fini, articula-t-il lorsqu'ils m'ont relâché. Tu as raison, rétorquai-je. Ça ne fait que commencer. Anya m'a accompagné jusqu'à la porte, son visage un masque de fureur contenue. Tu as perdu la raison. Peut-être, ou peut-être que je l'ai enfin retrouvée. Ne reviens pas ici, Jacques. Je suis sérieuse. La prochaine fois, je te ferai arrêter. Je l'ai regardée, réellement regardée, pour la première fois depuis des mois. Elle restait belle, restait la femme dont j'étais tombé amoureux pendant mes années universitaires, mais il y avait un changement perceptible dans ses yeux maintenant, quelque chose de froid et de calculateur qui n'était pas là auparavant. Tu sais ce qui est drôle, Anya? J'avais toujours pensé que si notre union devait se terminer, ce serait à cause de notre éloignement progressif. Je n'avais jamais imaginé que ce serait à cause de ta transformation en une personne que je ne reconnais plus. J'ai conduit ma voiture vers la maison par des artères désertes, ma main lancinante et mon cerveau en ébullition. La maison était plongée dans l'obscurité lorsque je suis arrivé dans l'allée. La famille de Carla était au repos. Et pour une fois, l'endroit était tranquille. Je suis resté assis dans mon espace de préparation culinaire, appliquant de la glace sur mes jointures et songeant aux actions que j'avais récemment entreprises. Frapper Greg m'avait procuré une sensation plaisante à ce moment précis, mais j'étais conscient que cela me coûterait cher. Anya l'utiliserait comme preuve que j'étais instable, dangereux. Cela faciliterait la dissolution pour elle et la compliquerait pour moi. Mais, alors que je restais assis là dans l'obscurité, j'ai discerné quelque chose d'important. Je n'éprouvais plus aucune inquiétude. Depuis des mois, je m'efforçais de sauver une union matrimoniale qui était déjà défunte. J'étais sur la défensive, essayant de retenir quelque chose qui m'échappait quoi que je fasse. C'était le moment opportun de passer à l'offensive. L'ordonnance restrictive est arrivée par courrier le lendemain matin, accompagnée de documents de divorce et d'un avis m'informant que j'avais 30 jours pour quitter le domicile. Anya agissait avec célérité. Je devais le reconnaître. Avant même que j'aie fini de boire ma boisson caféinée, elle m'avait légalement transformé de conjoint en menace. Carla était présente dans l'espace de préparation culinaire lorsque j'ai parcouru les documents, nourrissant son plus jeune enfant, tandis que Danny se prélassait à ma table comme s'il possédait les lieux.
Une soirée difficile, a demandé Dany, en désignant mes jointures bandées. On pourrait dire ça. Anya a téléphoné ce matin, affirmant que nous devrions probablement trouver un autre logement pour un temps, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Je l'ai regardé, cet inconnu qui résidait dans mon domicile depuis 2 semaines, consommant mes provisions et utilisant mes ustensiles, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Dany. C'est bien ça? Oui. Depuis combien de temps as-tu une liaison avec Carla? Il a haussé les épaules. Quelques mois. Pourquoi tu demandes? Juste par curiosité. Écoute, je suis marié à Anya depuis 15 ans, payant les mensualités hypothécaires sur cette maison depuis 12 ans. Et pendant toute cette période, je n'ai jamais permis à une personne que je connaissais à peine de s'installer dans ma demeure sans demander la permission au préalable. J'ai posé l'ordonnance restrictive sur la table, m'assurant qu'elle était dans son champ de vision, pourtant, apparemment, cette action faisait de moi la partie déraisonnable. Le visage habituellement suffisant de Dany a vacillé un tant soit peu. Écoute, mec. Je ne veux pas d'ennui. Trop tard pour ça. Je me suis levé, le poussant à reculer instinctivement. Vous avez 2 heures pour rassembler vos affaires et quitter les lieux, vous tous. Tu ne peux pas simplement nous expulser, a protesté Carla, détournant enfin son regard de son enfant. Anya avait exprimé de nombreux sentiments, mais cette demeure restait la mienne, et j'avais mis fin à mon mandat de paillasson. Je les ai laissés se disputer dans la cuisine et je suis allé en voiture au seul établissement de la ville où j'avais encore l'impression d'appartenir, la salle de boxe de Mick. Elle occupait un entrepôt converti situé du mauvais côté des rails, le genre d'endroit qui projetait un extérieur brut mais offrait du réconfort à quiconque avait besoin de frapper quelque chose. Mick Torino, un homme de 65 ans, avait la carrure robuste d'une borne d'incendie et avait consacré 40 ans à l'entraînement de combattants. De plus, il était mon confident depuis que j'avais 22 ans et que je croyais naïvement pouvoir résoudre mes tribulations avec mes poings. J'ai entendu dire que tu avais frappé ton frère hier soir, a-t-il fait remarquer alors que j'entrais. Comment cette entreprise s'est-elle terminée pour toi? À peu près aussi favorablement qu'on pourrait s'y attendre? Ordonnance restrictive. Entre autres considérations. Mick a incliné la tête vers le sac de frappe positionné dans le coin. Autant officialiser ça alors. Enroule tes mains. J'ai consacré 1 heure à attaquer sans relâche ce sac, dépensant des mois de frustration accumulée et de trahison à chaque coup. À la fin, mes jointures étaient à vif et ma chemise était trempée de sueur, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Tu te sens mieux, a demandé Mick. Un peu. Bien. Maintenant, parlons de tes véritables intentions. Qu'est-ce que tu veux dire? Jacques, je te connais depuis 20 ans. Tu n'es pas du genre à concéder sans lutter, mais tu n'es pas non plus assez fou pour croire que tu peux triompher par la force physique. Il m'a tendu une serviette. Alors, quel est le plan? Je n'ai pas de plan. Elle possède toute la richesse, toute la représentation légale, tout le pouvoir. J'essaie simplement de naviguer dans cette situation. Non-sens, a rétorqué Mick sèchement. Tu es Jacques Morrison. Tu as créé une entreprise à partir de rien, tu l'as vendue avec un profit, et tu as élevé une fille qui s'est avérée bien malgré le fait d'avoir Anya pour mère. Tu crois que c'est arrivé par hasard? C'était un scénario différent. À l'époque, j'avais des associés, des personnes en qui je pouvais avoir confiance. Vous en avez toujours. Il fit un geste circulaire englobant le gymnase. Vous croyez que ces personnes ont oublié qui les a aidés dans les moments difficiles? Qui leur a offert un emploi quand personne d'autre ne le voulait? Qui assistait à leur combat quand leur propre famille ne venait pas? Je parcourus le gymnase du regard. Une douzaine d'hommes environ s'entraînaient, la plupart d'anciens employés de mon entreprise de construction. De braves hommes qui avaient travaillé avec diligence et étaient restés loyaux même après que j'ai cédé la société. Que insinuez-vous? J'insinue que vous devriez cesser de penser comme une victime et commencer à penser comme un homme d'affaires. Votre femme veut jouer à des jeux? Très bien. Mais elle n'est pas la seule à savoir comment manipuler le système. Cet après-midi-là, je me suis rendu au cabinet de mon avocat. Tom Bradley avait géré la vente de mon entreprise de construction et rédigé mon testament. C'était un avocat compétent, mais sa spécialité était le droit des affaires, pas le divorce. Jacques, je vais être franc avec vous, dit-il après avoir examiné les documents qu'Anya m'avait remis. C'est défavorable. L'ordonnance restrictive vous dépeint sous un jour instable.
Le fait qu'elle revendique la maison comme faisant partie de son héritage, même si c'est juridiquement contestable, lui donne un avantage. Et si elle possède des preuves que vous avez fouillées dans ses affaires personnelles? Quelles sont mes options? Honnêtement? Votre option la plus prudente serait peut-être de parvenir à un règlement rapidement et discrètement, d'accepter ce qu'elle est prête à concéder et de repartir à zéro. Qu'est-ce qu'elle propose? Tom feuilleta les papiers. La garde partagée de Lila, bien qu'elle ait plus de 18 ans, donc c'est surtout symbolique. Vous conservez votre camion et vos effets personnels. Elle conserve tout le reste. Tout le reste, c'est précisément quoi? La maison, son héritage, son cabinet d'avocat, les voitures, les comptes d'épargne. Il sembla mal à l'aise. Jacques, elle affirme que vous dépendez financièrement d'elle depuis des années. Elle prétend que votre entreprise de construction était en faillite quand vous l'avez vendue et qu'elle subvenait aux besoins de la famille depuis lors. Je le fixais. C'est faux. Pouvez-vous étayer cette affirmation? L'entreprise était rentable quand nous l'avons vendue. Vous avez géré la vente. En effet. Mais cela s'est produit il y a 5 ans. Elle affirme que cet argent a été épuisé depuis des années, et qu'elle couvrait vos dépenses avec son salaire. C'était ingénieux, j'en convins. Anya réécrivait l'histoire, me transformant d'un partenaire égal au sein de notre mariage en un mari parasite qui vivait au crochet de son succès. Et comme elle était avocate et avait accès à tous nos dossiers financiers, elle pouvait manipuler les chiffres pour refléter le récit qu'elle souhaitait. Tom, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous enquêtiez sur le testament de son père, le vrai testament, pas seulement ce qu'elle a raconté à tout le monde. Pourquoi? Parce que quelque chose ne tourne pas rond. Son père valait 33 millions, mais il vivait comme un retraité de la classe moyenne, ne dépensait jamais d'argent pour rien, ne parlait jamais d'investissement ou de biens immobiliers. D'où provenait tout ce capital? Tom prit une note. Je vais enquêter sur ce que je peux découvrir. Mais Jacques, même s'il y a quelque chose de suspect concernant l'héritage, cela ne change rien à votre situation immédiate. Vous devez décider de la manière dont vous comptez aborder ce divorce. Je veux le contester. Ce sera coûteux et tumultueux, et vous serez probablement vaincu. Alors je serai vaincu en me battant. Ce soir-là, je suis retourné au Rusty encore. Mike tenait à nouveau le bar, et l'établissement était plus fréquenté que d'habitude pour un mardi soir. J'ai trouvé un tabouret dans le coin et j'ai commandé une bière, avec l'intention de boire en solitaire et d'élaborer ma prochaine manœuvre. J'aurais dû m'attendre à ce que ce ne soit pas si simple. Tiens, si ce n'est pas le batteur de femmes. Je me suis retourné pour faire face à 3 hommes que je connaissais depuis des années, Dave Collins, Mark Stevens et Tony Rodriguez. Tous avaient été employés par moi à un moment ou à un autre. Tous avaient assisté à des barbecues dans mon jardin. Dave, dis-je, en gardant un ton neutre. Comment vas-tu? Mieux que toi, apparemment. Il était ivre, je pouvais le voir, mais pas au point d'oublier ses paroles. J'ai entendu dire que tu avais frappé ton frère hier soir. Vraiment classe. Vous êtes mal informé. Je sais ce dont tout le monde parle. Pauvre Anya, mariée à un alcoolique violent qui ne supporte pas son succès. Je sais qu'elle a été obligée d'obtenir une ordonnance restrictive pour te tenir à distance. Dave s'approcha, et je sentis l'odeur de bière sur son haleine. Dave, tu dois reculer. Ou quoi? Tu vas me frapper aussi? Le bar était devenu silencieux. Tout le monde observait, attendant le déroulement des événements. Mike avançait vers nous, mais il était situé de l'autre côté du bar et n'arriverait pas à temps si la situation dégénérait. Je n'ai jamais levé la main sur ma femme, ai-je déclaré, assez fort pour que tout le monde m'entende. J'ai frappé mon frère parce que je l'ai surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec elle. Mais je suppose que cet élément de l'histoire n'a pas imprégné le moulin à rumeurs. L'expression de Dave vacilla. Ce n'est pas ce que nous avons entendu. Je suis certain que non. Anya excelle dans l'art de contrôler le récit. Alors, vous insinuez qu'elle ment? J'affirme qu'il existe 2 points de vue pour chaque récit, et que vous n'êtes au courant que d'un seul. Mark Stevens intervint derrière Dave. Allons, Jacques. Nous avons tous été témoins de ton comportement quand tu es ivre. Tu te souviens de la fête de Noël il y a 3 ans. Il faisait allusion à une soirée où j'avais consommé trop d'alcool et où je m'étais disputé avec un des collègues d'Anya. C'était embarrassant, mais cela ne constituait guère la preuve d'un comportement violent habituel.
C'était une seule soirée, Marc, et je me disputais, je n'agressais personne. C'est du pareil au même, dit Tony. Tu as un sale caractère, Jacques. Tout le monde le sait. J'ai balayé le bar du regard, observant des visages autrefois amicaux, qui paraissaient à présent froids et critiques. C'étaient des gens que je considérais comme des amis, des gens que j'avais aidés quand ils avaient besoin d'un emploi, des gens en qui j'avais confiance, et ils étaient prêts à croire le pire de moi sur la base de ragots et de demi-vérités. Vous savez quoi? Je me suis levé, jetant $20 sur le comptoir. Vous avez raison. J'ai un sale caractère. Et en ce moment, je suis tenté de vous montrer à quel point il peut être mauvais, mais je m'en abstiendrai, car, contrairement à certains, je ne prends aucun plaisir à blesser des gens que j'ai autrefois chéris. Je me suis dirigé vers la porte, mais Dave m'a attrapé le bras. Tu t'enfuis, Jacques? C'est ta solution à tous les problèmes, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux sur sa main qui me serrait le bras, puis j'ai relevé les yeux vers son visage. Dave, tu as 3 secondes pour me lâcher. Ou quoi? Ou tu vas découvrir pourquoi Anya avait vraiment besoin de cette ordonnance restrictive. Il a relâché sa prise, mais le mal était fait. Tout le monde dans le bar avait été témoin de l'échange, avait entendu la menace dans ma voix. Dès le lendemain, le récit serait diffusé dans toute la ville. Jacques Morrison menaçant des gens au Rusty encore, confirmant qu'Anya avait raison d'avoir peur de lui. Je suis rentré chez moi en voiture par des rues désertes, l'esprit en ébullition. La maison était plongée dans l'obscurité. Apparemment, Carla avait pris mon avis d'expulsion au sérieux. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'endroit pour moi tout seul. Je me suis assis dans ma cuisine, buvant de la bière et repensant à la conversation au bar. Dave, Marc et Tony avaient été mes amis pendant des années, mais ils s'étaient retournés contre moi dès que le moulin à rumeurs m'avait dépeint comme le méchant. Combien d'autres reproduiraient leurs actions? Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu ce qui s'est passé au bar ce soir. Quels amis tu t'es fait? J'ai examiné le message, essayant de deviner qui avait pu l'envoyer. Avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Si tu veux savoir ce qui s'est réellement passé avec l'argent de ton beau-père, rejoins-moi à la vieille carrière demain à midi. Viens seul. J'ai posé le téléphone, les mains tremblant légèrement. Quelqu'un jouait avec moi, mais je n'arrivais pas à comprendre qui il était ni quelles étaient ses motivations. La chose la plus prudente à faire serait d'ignorer le message, peut-être de le présenter aux autorités, mais j'avais cessé d'agir avec prudence le jour où j'avais frappé mon frère au visage. La vieille carrière était à 20 minutes de la ville, une ancienne carrière de calcaire abandonnée depuis les années 1980. C'était le genre d'endroit désolé où les adolescents se retrouvaient pour boire de l'alcool et se livrer à des activités imprudentes, suffisamment éloignées de la civilisation pour que les appels à l'aide ne soient pas entendus. J'ai failli renoncer. J'ai passé toute la matinée à arpenter les limites de mon logement vide, essayant de déterminer si accepter un rendez-vous avec un inconnu dans un endroit aussi isolé constituait la décision la plus imprudente que j'ai jamais envisagée. L'ordonnance restrictive m'interdisait explicitement de maltraiter ou d'intimider toute personne liée à Anya. Comploter avec des contacts énigmatiques pour débattre de la disposition de la fortune de son père tombait probablement sous le coup de cette interdiction. Néanmoins, le message avait explicitement fait allusion à la fortune de son père, et Thomas Bradley n'avait toujours pas répondu à ma correspondance concernant le testament. S'il y avait une quelconque irrégularité concernant l'héritage, une révélation qui pourrait équilibrer les conditions du divorce, j'étais obligé d'enquêter. J'atteignis la carrière environ 5 minutes avant midi, sécurisant mon véhicule près de l'antique chemin d'accès et poursuivant le reste du trajet à pied. L'endroit ressemblait à la surface lunaire, caractérisée par de la pierre grise, des spécimens arboricoles sans vie et une étendue d'eau opaque qui, présumait-on, s'enfonçait à 50 pieds ou plus. Je commençais à soupçonner qu'on m'avait tendu un piège lorsque le bruit de pas résonna derrière moi. Monsieur Morrison? Je pivota pour faire face à une femme, paraissant être dans la quarantaine, vêtue d'habits professionnels, mais visiblement mal à l'aise dans cet environnement. Elle avait l'allure d'une personne habituée à passer ses journées dans des bureaux climatisés, plutôt que dans des carrières abandonnées. Qui êtes-vous? Je m'appelle Dr Sarah Walsh. J'ai été le médecin de votre beau-père pendant les 10 dernières années de sa vie. Ce n'était pas l'information que j'attendais. Que voulez-vous? Vous révélez les véritables circonstances du décès de Robert Kellerman. Le père d'Anya avait succombé à un arrêt cardiaque pendant son sommeil. Cause naturelle, sans aucune suspicion d'acte criminel.
Les funérailles avaient été modestes et raffinées, et tous les présents s'étaient accordés à dire que c'était conforme à ses préférences. Il a eu une crise cardiaque. En effet, il en a eu une. Cependant, cela ne constitue qu'une partie de l'histoire. Dr. Walsh jeta un coup d'œil furtif autour d'elle, comme si elle s'attendait à une observation clandestine. Monsieur Morrison, votre beau-père a été soumis à un empoisonnement progressif pendant les mois qui ont précédé sa fin. Cette révélation me frappa avec la force d'un coup tangible. Empoisonné? Digitaline. Elle est dérivée des plantes de digital, et lorsqu'elle est administrée à petite dose, elle est utilisée pour améliorer les affections cardiaques. Cependant, lorsqu'elle est administrée en quantités élevées, ou à des personnes qui n'en ont pas besoin, elle peut provoquer un rythme cardiaque irrégulier, une désorientation et, finalement, un arrêt cardiaque. Vous affirmez que quelqu'un a mis fin à ses jours? J'affirme qu'une personne lui administrait un médicament dont il n'avait pas besoin, à des doses qui compromettaient progressivement sa fonction cardiaque. Que son intention ait été de l'éliminer ou simplement de le rendre malade, je ne peux pas l'affirmer, mais la conséquence ultime est restée la même. Je la regardais attentivement, m'efforçant d'assimiler les informations qu'elle divulguait. Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela aux autorités policières? J'ai tenté de le faire, mais au moment où j'ai discerné la nature de la situation, il était déjà décédé et enterré. Le médecin légiste a rendu une conclusion de cause naturelle, et en l'absence d'une autopsie, il n'existait aucun moyen de prouver le contraire. Elle sortit une enveloppe manie de son sac à main. Voici des reproductions de ses dossiers médicaux couvrant la dernière année de sa vie. Vous pouvez observer la progression, désorientation, lassitude, rythme cardiaque irrégulier, tous des symptômes indicatifs d'un empoisonnement à la digitaline. J'acceptai l'enveloppe, les mains tremblantes. Qui avait accès à ces médicaments? C'est la question à laquelle vous devez répondre. Une personne proche de lui, une personne à qui il faisait confiance, une personne qui aurait pu lui administrer des pilules ou mélanger des substances à sa nourriture. Elle fit une pause. Une personne qui avait intérêt à son décès. L'implication était sans équivoque. Anya avait été la principale aide-soignante de son père pendant ces derniers mois. Elle avait géré ses médicaments, préparé ses repas, administré ses affaires, et hérité de 33 millions de dollars à sa mort. Dr. Walsh, qu'est-ce qui vous pousse à me révéler ces informations à ce stade? Parce que j'ai pris connaissance de votre procédure de divorce, et je suis consciente du type de personne qu'est votre femme. Robert Kellerman était un homme bienveillant qui méritait un sort plus favorable que celui qui lui est arrivé. Si une personne a mis fin à ses jours pour un gain financier, elle ne devrait pas être autorisée à en profiter. Elle commença à partir, puis revint sur ses pas. Monsieur Morrison, soyez prudent. Si votre femme est capable des actions que je soupçonne, vous êtes en plus grand danger que vous ne le réalisez. Je conduisis ma voiture de retour en ville dans un état second, les dossiers médicaux reposant sur le siège adjacent, telle une munition non explosée. Si les affirmations de Dr. Walsh étaient exactes, si Anya avait effectivement mis fin à la vie de son propre père pour l'héritage, cela altérait fondamentalement l'ensemble de la situation. Cependant, cela rendait simultanément ma situation infiniment plus précaire. Je me rendis directement au bureau de Thomas Bradley, mais son assistante administrative m'informa qu'il était engagé dans des procédures judiciaires et qu'il ne reviendrait pas avant la fin de l'après-midi. J'ai envisagé de contacter les forces de l'ordre, mais quel motif aurais-je pu invoquer? Qu'un médecin que je n'avais jamais rencontré m'avait fourni des reproductions de dossiers médicaux susceptibles d'insinuer que ma femme avait commis un homicide? Il me considérait sans doute comme un individu désespéré cherchant à diffamer son ancienne épouse. Au lieu de cela, je suis retourné chez moi et j'ai éparpillé les dossiers médicaux sur ma table de cuisine, m'efforçant de déchiffrer leur signification. L'évaluation du Dr. Walsh était juste. Une tendance se dégageait. Robert Kellerman avait été en bonne santé pour un homme de 78 ans, avant de manifester des symptômes qui s'étaient progressivement détériorés sur une période de 6 mois. Palpitations cardiaques, désorientation, lassitude, insomnie, tous des symptômes d'un empoisonnement à la digitaline. Mon téléphone a émis une sonnerie audible. Lila. Papa, tu vas bien? Maman a dit que tu avais menacé des gens dans une taverne hier soir. Je n'ai menacé personne, ma chérie. J'ai eu une altercation verbale avec des individus avec lesquels j'ai autrefois collaboré. Elle a peur, papa. Elle craint que tu ne commettes quelque chose d'irrationnel. J'ai failli éclater de rire. Si un membre de cette famille est prédisposé à commettre quelque chose d'irrationnel, ce n'est certainement pas moi. Lila,
J'ai besoin que tu répondes à une question pour moi, et j'ai besoin de ta sincérité. Dans les mois qui ont précédé le décès de ton grand-père, as-tu observé des comportements inhabituels de sa part? Inhabituels comment? Désorientation, oubli, une apparence d'être malade ou fatigué de façon persistante? Un long silence a suivi. Effectivement. En fait, lors des dernières fois où je lui ai rendu visite, il semblait extrêmement déphasé. Maman attribuait ça aux effets de l'âge avancé, mais c'est arrivé avec une rapidité remarquable. Pourquoi? J'essaie juste de comprendre certaines choses. Lila, je t'implore de faire preuve de prudence dans tes interactions avec ta mère dans un avenir proche. Papa, tu me fais peur. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Sois juste prudente, et si quelque chose m'arrive? Que veux-tu dire, si quelque chose t'arrive? J'ai pris conscience du caractère paranoïaque de mes propos. Rien. Oublie ce que j'ai dit. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, papa, mais tu m'inquiètes vraiment. Dossiers médicaux, s'efforçant de déterminer la ligne de conduite appropriée. Si mes soupçons concernant Anya étaient avérés, elle avait déjà ôté une vie pour atteindre ses objectifs. Quelles mesures prendrait-elle si elle venait à découvrir que j'avais connaissance de ses actes? Mon téléphone a vibré. Un message d'Anya. Nous devons parler. Rejoins-moi au manoir ce soir à 8 heures. Viens seul. J'ai regardé le message attentivement, chaque instinct primaire m'incitant vivement à m'abstenir d'y aller. Accepter un rendez-vous avec mon ancienne épouse potentiellement homicide dans une propriété isolée semblait être un moyen opportun de devenir la deuxième victime. Cependant, j'ai également reconnu que cela pouvait constituer ma seule occasion de la confronter aux informations que j'avais acquises. J'ai consacré le reste de l'après-midi à faire des copies des dossiers médicaux et à les déposer à divers endroits, dans mon camion, dans mon coffre-fort, accompagné d'une enveloppe scellée adressée à Thomas Bradley. Si un événement malheureux devait m'arriver, au moins, des preuves seraient disponibles. À 7h30 du soir, j'ai conduit mon véhicule jusqu'à la propriété située au sommet de la colline, le cœur battant et la bouche sèche. L'endroit présentait un visage différent dans l'obscurité naissante, d'une manière ou d'une autre plus sinistre. La majorité des fenêtres n'étaient pas éclairées, lui donnant l'apparence d'un crâne avec des cavités oculaires lumineuses. J'ai garé mon véhicule dans l'allée circulaire et je me suis dirigé à pied vers l'entrée principale, qui était déverrouillée. Le hall était faiblement éclairé, et je pouvais distinguer des voix provenant de la bibliothèque, la même pièce dans laquelle j'avais confronté Anya et Greg 3 nuits auparavant. J'ai suivi les indices auditifs dans le couloir, en passant devant les portraits d'ancêtres au visage sévère qui semblaient scruter chacun de mes mouvements. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte, et je pouvais voir Anya assise dans le fauteuil en cuir familier, un verre de vin à la main, mais elle n'était pas seule. Greg était présent, prévisiblement, portant un bandage sur son nez, la conséquence de mon agression antérieure. Lui. Cependant, il y avait deux autres personnes que je n'avais pas anticipées, Jules Morrison, la plus proche confidente et associée juridique d'Anya, et le détective Miss du service de police de Cedar Falls. Jacques, a prononcé Anya alors que j'entrais dans la pièce. Merci d'être venu. Quel comité d'accueil vous avez réuni? Nous devons discuter de votre conduite au cours des derniers jours. L'inspecteur Miss a certaines préoccupations. Je regardais l'inspecteur, qui m'examinait avec une curiosité professionnelle. Permettez-moi de deviner. D'autres plaintes concernant mon attitude menaçante. En réalité, Monsieur Morrison, ma présence est due à l'appréhension de votre épouse quant à votre équilibre mental. Elle suspecte que vous soyez en train de subir une forme de décompensation. Une décompensation? J'ai failli éclater de rire. Inspecteur, je suis sans doute l'individu le plus psychologiquement stable dans cette pièce. Vraiment? Jules intervint pour la première fois, son ton glacial et professionnel. Parce que, de mon point de vue, vous ressemblez à un homme qui a tout perdu et qui cherche un responsable. J'examinai Jules Morrison. Aucun lien familial malgré le nom de famille commun. Elle était la plus proche confidente d'Anya depuis leurs études de droit, son associée depuis 5 ans, et l'une des rares personnes en qui Anya avait une confiance absolue. Elle était également ambitieuse, peu scrupuleuse et avait constamment nourri du ressentiment envers la mesure dans laquelle l'union conjugale d'Anya avec moi avait entravé son ascension professionnelle. Jules, proclamai-je, j'aurais dû prévoir que vous étiez l'instigatrice de tout ça. De quoi? De toute cette situation. L'affaire extra-conjugale, la mise en scène élaborée, l'assassinat de réputation.
On y retrouve votre signature indubitable. Anya déposa son verre à vin sur la table. Jacques, tu ne dis rien de sensé. Je dis tout à fait ce que je pense. Vous n'approuvez simplement pas le contenu de mes propos. J'extirpai l'enveloppe manie de mon manteau. Dites-moi, Anya, quelle est votre compréhension de l'intoxication à la digitaline? La réponse fut immédiate et révélatrice. Le teint d'Anya devint pâle, Greg afficha un air perplexe, et les yeux de Jules se plissèrent avec ce qui semblait être un calcul stratégique. De quoi parlez-vous? Demanda Anya. Du dossier médical de votre père. Il semble qu'il ait été soumis à un empoisonnement progressif pendant des mois précédant son décès. La digitaline, elle est extraite des plantes digitales. Administrée à faible dose, elle peut améliorer les troubles cardiaques. Administrée en quantités élevées, elle peut provoquer une insuffisance cardiaque. Je posai l'enveloppe sur la table située entre nous. La question cruciale demeure, qui en a profité? L'inspecteur Mills se pencha en avant, son regard intense. Monsieur Morrison, suggérez-vous que votre femme a mis fin à la vie de son père? Je n'accuse personne de rien, rétorquai-je. Je ne fais que partager des informations médicales intéressantes qui sont récemment venues à mon attention. Où avez-vous obtenu ces dossiers? Demanda Jules, son ton tranchant. Est-ce vraiment important? Répliquai-je. Le nœud du problème est que quelqu'un éliminait systématiquement Robert Kellerman, et que cette personne a hérité de 33 millions de dollars à sa mort. C'est de la folie pure, s'exclama Greg, sa voix empreinte d'incrédulité. Anya ne ferait jamais de mal à son père. Vraiment, contestai-je. Elle n'a certainement montré aucun scrupule à faire souffrir tous les autres dans sa vie. Anya se leva, son visage rouge d'indignation. Dehors. Sors de ma maison immédiatement. Ta maison, repris-je, un sourcil levé. Un choix de mots intéressant, étant donné que tu y résides depuis moins de 3 mois. Inspecteur Mills, j'exige son arrestation. Il viole l'ordonnance restrictive en étant présent. En fait, intervins-je, c'est vous qui m'avez invité. J'ai la preuve par SMS. Mills parut mal à l'aise. Monsieur Morrison, je crois que vous devriez partir, et je vous suggère en outre d'envisager de consulter un professionnel. Le deuil et la colère peuvent induire des pensées irrationnelles, ajouta-t-il. Le deuil, raillai-je. Inspecteur, la seule chose que je pleure, c'est les 15 années que j'ai gâchées en étant marié à une sociopathe. C'est à ce moment-là que Jules exécuta sa manœuvre. Jacques, commença-t-elle, sa voix prenant un ton soudainement compatissant, je comprends que ce soit extrêmement difficile pour toi. Anya s'est confiée à moi concernant ton problème d'alcool et les difficultés financières que tu as dissimulées. Il est compréhensible que tu cherches à t'en prendre à quelqu'un, en essayant de trouver un responsable à tes malheurs. Mon problème d'alcool, répétai-je, incrédule. Le barman du Rusty encore est un ami. Il m'a raconté les événements de l'autre soir, comment vous avez proféré des menaces à ces hommes. Il s'inquiète pour toi, insista-t-elle. C'était un coup de maître. Jules transformait habilement la confrontation au bar, où je m'étais défendu contre des accusations fallacieuses, en preuve de mon instabilité. Elle était en train de construire un récit où j'étais le dangereux ivrogne et Anya la victime de longue date. Vous êtes incroyable, déclarai-je, ma voix s'élevant sous l'effet de la frustration. Vous avez une explication pour tout, n'est-ce pas? Nous essayons de vous aider, affirma Anya, son ton mielleux. Non, rétorquai-je. Vous essayez de me démolir. La question est, pourquoi? Qu'est-ce que vous craignez tant que je ne découvre? Je parcourus la pièce du regard, mon attention se posant sur les 4 visages qui me fixaient en retour. Anya, froide et calculatrice. Greg, désemparé mais loyal. Jules, m'observant avec le regard calculateur d'une joueuse d'échecs étudiant son prochain coup. Et le détective Mills, se demandant manifestement s'il avait affaire à un individu dangereux ou simplement à un pauvre type. Vous savez quoi, dis-je, saisissant l'enveloppe. J'en ai fini de jouer. Vous voulez me faire passer pour le méchant? Très bien. Mais les méchants ne se laissent pas faire sans se battre. Je sortis d'un pas décidé de la bibliothèque, traversai le couloir et quittai le manoir, parfaitement conscient de leur regard qui me transperçait le dos pendant tout mon départ. En rentrant chez moi, je compris que je venais de déclarer la guerre à des individus qui possédaient plus de richesses, plus de relations et plus de pouvoir que je ne pourrais jamais espérer en amasser. Cependant, je réalisais aussi autre chose. Je m'en fichais désormais.
Ils voulaient un méchant? J'allais leur en fournir un qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, je me réveillais pour découvrir que les pneus de mon camion avaient été lacérés et des injures grossières avaient été taguées sur la porte de mon garage. Subtil, murmurai-je. J'appelais la police pour signaler le vandalisme, pleinement conscient que c'était un geste futile mais désirant néanmoins que ce soit officiellement enregistré. L'agent Martinez prit ma déposition avec l'efficacité rodée de quelqu'un qui avait entendu ce récit un millier de fois. Une idée de qui a pu faire ça, monsieur Morrison, demanda-t-il. Ça pourrait être n'importe qui, répondis-je. Apparemment, la moitié de la ville me considère comme une sorte de monstre. Je crois comprendre que vous rencontrez des difficultés conjugales, fit-il remarquer. On peut dire ça, acquiesçai-je. Martinez termina son rapport et partit, et je consacrai le reste de la matinée à enlever la peinture de la porte de mon garage et à contacter des garages de réparation de pneus. Le premier créneau disponible était le lendemain après-midi, ce qui signifiait que j'étais bloqué chez moi sans rien d'autre à faire que de contempler à quel point ma vie avait été dévastée en l'espace d'une semaine. C'est à ce moment précis que Tom Bradley finit par me rappeler. « Jack, j'ai enquêté sur ce testament comme tu me l'as demandé. Tu as raison. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Qu'est-ce que tu as découvert, insistai-je. La valeur nette de Robert Kellerman 3 ans auparavant était d'environ 2 millions de dollars. Confortable, mais pas opulente. Or, d'après l'acte de succession, il est décédé avec des actifs d'une valeur de 33 millions de dollars. D'où viennent les 31 millions supplémentaires? C'est la partie intrigante. Tout provient d'un seul investissement réalisé 18 mois avant sa mort. Il a placé toutes ses économies dans une société appelée Kellerman Holdings, qui a ensuite procédé à une série d'investissements remarquablement fructueux dans des startups technologiques et des crypto-monnaies. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Tom, Robert Kellerman était incapable de programmer un magnétoscope. Il est inconcevable qu'il ait investi dans des crypto-monnaies. C'est ce que j'ai supposé aussi, alors j'ai mené une enquête plus approfondie. Devine qui avait procuration sur ses affaires financières pendant les 2 dernières années de sa vie? Anya, hasardai-je. Bingo. Et devine qui est la cofondatrice et l'associée directrice de Kellerman Holdings? Laisse-moi deviner. Jules Morrison? Encore correct, Jacques. Je crois que ta femme et son associé ont orchestré une sorte d'escroquerie financière en utilisant le nom de son père. La question est de savoir si le vieil homme était au courant ou s'ils opéraient dans son dos. Il n'était pas au courant, affirmai-je. Il était empoisonné, Tom. J'ai des dossiers médicaux qui le prouvent. Il y eut une longue pause. Jacques, c'est une accusation grave. C'est une situation grave, rétorquai-je. Ils l'ont éliminé, Tom. Ils l'ont empoisonné pour l'empêcher de découvrir l'argent, puis ils ont tout hérité à sa mort. Tu as des preuves. J'ai son dossier médical qui présente des symptômes compatibles avec un empoisonnement à la digitaline. J'ai des relevés financiers qui démontrent des rendements d'investissement impossibles, et j'ai une femme qui se comporte soudainement comme si elle craignait que je ne découvre quelque chose qui pourrait la détruire. Jacques, si tu as raison sur ce point, nous ne parlons plus de divorce. Nous parlons d'homicide et de fraude. Cela dépasse de loin mon domaine de compétence. Alors trouve-moi quelqu'un dont c'est le domaine de compétence. Je vais passer quelques coups de fil, mais, Jacques, tu dois faire preuve de prudence. Si ces individus sont capables d'homicide. Je suis conscient, mais je ne peux simplement pas abandonner ça. Plus maintenant. Après avoir terminé l'appel avec Tom, je suis resté assis dans ma cuisine, fixé sur les copies des dossiers médicaux de Robert Kellerman. Le docteur Walsh avait raison. La progression était évidente. Un homme en bonne santé devenant graduellement confus, fatigué et énervé sur une période de 6 mois. Les symptômes s'intensifiant à mesure que les doses de digitaline augmentaient. Et puis, quand il était finalement suffisamment affaibli pour que son décès paraisse naturel, la dose finale qui a arrêté son cœur. Mon téléphone a vibré. Un message de Lila. Papa, je rentre à la maison. On a besoin de discuter. Elle est arrivée 1 heure plus tard, conduisant la BMW qu'Anya avait achetée pour elle. Je pouvais discerner l'appréhension gravée sur son visage lorsqu'elle est sortie de la voiture, et j'ai réalisé que tout ce qu'Anya lui avait divulgué à mon sujet avait été efficace. Papa, tu as l'air affreux. Je me sens affreux. Viens. Entrons. Nous nous sommes installés dans le salon, et j'ai pu observer Lila faire l'inventaire du désordre.
Les bouteilles de bière vides, les papiers éparpillés, l'ambiance générale d'un homme dont la vie se désintègre. Maman a vraiment peur, papa. Elle pense que tu pourrais te faire du mal, ou lui faire du mal. Lila, j'ai besoin que tu m'écoutes avec la plus grande attention. Ta mère et moi sommes en instance de divorce, et elle essaie de me dépeindre comme le méchant, mais je ne lui ferai jamais de mal, et je ne me ferai jamais de mal. Tu me crois? Elle a hoché la tête, mais j'ai pu discerner le doute persistant dans ses yeux. Bien. Maintenant, j'ai besoin de t'expliquer quelque chose concernant le décès de ton grand-père, et ce sera difficile à entendre. J'ai consacré l'heure suivante à tout expliquer. Les dossiers médicaux, les investissements suspects, les 31 millions de dollars qui s'étaient matérialisés comme par magie. Lila a écouté en silence, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque révélation. Tu suggères que maman a éliminé grand-père? Je suggère que quelqu'un l'a fait, et ta mère est la seule personne qui avait accès à ses médicaments et avait intérêt à sa mort. Mais pourquoi? Elle l'aimait. Elle aimait son argent davantage. Lila est restée silencieuse pendant une longue période, son regard fixé sur les dossiers médicaux que j'avais étalés sur la table basse. Finalement, elle a levé les yeux vers moi, ses yeux débordant de larmes. Papa, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons le prouver, et ensuite nous allons nous assurer que les individus responsables paient pour leurs actes. Comment? J'y travaille. Le lendemain matin, mes nouveaux pneus ont été installés, et je me suis rendu à la bibliothèque publique de Cedar Falls. J'avais besoin de faire des recherches, et je ne pouvais pas prendre le risque de le faire sur mon ordinateur à domicile, où cela pourrait être retracé jusqu'à moi. J'ai consacré 4 heures à apprendre tout ce que je pouvais sur l'empoisonnement à la digitaline, la fraude à l'investissement et la maltraitance des personnes âgées. Plus je lisais, plus j'étais convaincu qu'Anya et Jules avaient orchestré une escroquerie à long terme sur Robert Kellerman. Ils avaient utilisé son nom et sa procuration pour fabriquer des rendements d'investissement, puis l'avaient lentement empoisonné pour l'empêcher de découvrir la vérité. C'était brillant d'une manière sociopathe. Au moment où quelqu'un se rendrait compte de ce qui s'était passé, Robert serait mort, et Anya serait la fille en deuil qui aurait hérité de ses investissements fructueux. Cependant, ils avaient commis une erreur. Ils m'avaient sous-estimé. Cet après-midi-là, je me suis rendu au bureau de la Cedar Falls Gazette, le journal local qui couvrait les scandales de petites villes depuis plus de 100 ans. La rédactrice en chef, Patricia Wong, était une femme dans la cinquantaine qui avait établi sa réputation sur le journalisme d'investigation et ne supportait aucune tromperie. Monsieur Morrison, a-t-elle dit lorsque je suis entré dans son bureau, j'ai entendu parler de vos problèmes conjugaux. Je suis désolé. C'est en fait pour ça que je suis ici, Patricia. Je crois qu'il y a une histoire que vous devez entendre. J'ai consacré 1 heure à exposer les preuves, les dossiers médicaux, les irrégularités financières, la chronologie du déclin de Robert Kellerman. Patricia a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes juridique. C'est une accusation grave, a-t-elle dit quand j'ai conclu. C'est un crime grave. Avez-vous des preuves au-delà des documents médicaux et des investissements douteux? Pas encore, mais je crois savoir comment en procurer. Comment? En leur faisant croire qu'ils ont triomphé. Ce soir même, j'ai contacté Anya et j'ai demandé une rencontre. Elle a proposé le manoir, mais j'ai insisté sur un terrain neutre, un café du centre-ville où des témoins et des caméras de sécurité seraient présents. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard, apparaissant comme si elle sortait tout juste des pages d'un magazine brillant. Des vêtements de marque, un maquillage impeccable, le genre d'assurance qui découle de la possession de 33 millions de dollars d'actifs liquides. Jacques, dit-elle en se glissant dans la banquette en face de moi, tu as l'air épuisé. Je suis fatigué, répondis-je, lassé de mener une bataille que je ne peux absolument pas gagner. Son visage s'adoucit imperceptiblement. Que désires-tu? Je souhaite finaliser le divorce discrètement, sans autre esclandre. Je t'écoute, répondit-elle. Tu peux tout avoir, déclarai-je. La maison, les fonds, les voitures. Je ne prendrai que mon camion et mes effets personnels et je disparaîtrai. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Elle scruta mon visage, cherchant le moindre signe de tromperie. Quel est le piège? Il n'y a pas de piège, affirmai-je. Je souhaite simplement que cela se termine. Et ces accusations absurdes que tu as lancées l'autre soir concernant l'empoisonnement de mon père? Je haussai les épaules nonchalamment. J'étais en colère. Les gens disent des bêtises quand ils sont en colère. Donc tu admets avoir inventé ça?
J'admets m'être trompé. Elle sourit alors, le premier sourire sincère que je voyais de sa part depuis plusieurs mois. Jacques, je crois que c'est la décision la plus judicieuse que tu aies prise depuis longtemps. Il y a juste une condition que j'exige en retour. Laquelle? Je souhaite faire mes adieux à ton père sur sa tombe. Juste moi, seul, pour en finir avec tout ce qui s'est passé. Elle sembla perplexe. C'est tout? C'est tout. D'accord. Quand? Demain soir, après la tombée de la nuit. Je ne veux pas que personne ne me voie là-bas, ce serait trop mortifiant. Elle acquiesça et nous nous serrâmes la main comme des personnes civilisées. Tandis qu'elle s'en allait, je pouvais discerner le soulagement dans sa posture. Elle croyait avoir gagné, croyait s'être enfin débarrassée de ce mari encombrant qui posait beaucoup trop de questions. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le lendemain soir, j'arrivai au cimetière de Hillcrest à 11 heures. La tombe de Robert Kellerman se trouvait dans la partie la plus récente, marquée par une modeste pierre tombale en granit qui proclamait « Père et grand-père bien-aimés ». Je restai là quelques minutes, contemplant l'homme qui avait été lentement éliminé par sa propre fille, et je ressentis une rage si pure qu'elle faillit me couper le souffle. Puis je perçus des pas derrière moi. Scène touchante, remarqua Jules Morrison en sortant des ombres. Le gendre éploré qui fait ses adieux. Je me retournai pour l'affronter, pas tout à fait surpris de la voir là. Jules, j'aurais dû m'attendre à ce que tu ne puisses pas résister. Anya supposait que tu pourrais tenter quelque chose de stupide. Elle m'a demandé de te surveiller, et dire que je croyais qu'elle me faisait confiance. Anya te fait autant confiance que tu lui en fais. Jules s'approcha et je pus apercevoir quelque chose de métallique qui brillait dans sa main. Un outil, c'est-à-dire, pas du tout. Tu comptes me tirer dessus dans un cimetière? Ça me semble un peu dramatique, même pour toi. Je compte rectifier une erreur qui aurait dû être corrigée il y a des semaines. Son ton était glacial, professionnel. Tu poses trop de questions, Jacques. Tu parles à trop de gens. Il est temps que ça cesse. C'est toi qui tires les ficelles, n'est-ce pas? L'aventure avec Greg, la diffamation, l'ordonnance restrictive. Anya est trop instable émotionnellement pour orchestrer quelque chose d'aussi élaboré. Anya est brillante, mais elle manque de vision. Elle se serait contentée de divorcer tranquillement et de partager les biens. Je l'ai persuadé que tu étais trop dangereux pour être laissé en vie parce que j'en ai déduit que tu avais éliminé son père. Jules sourit. Tu n'as rien déduit. Tu es tombé sur des dossiers médicaux et tu es arrivé à la conclusion évidente, mais tu négliges l'ensemble du tableau. Laisse-moi t'éclairer. Robert Kellerman n'était pas la première victime d'Anya. Il n'était même pas la deuxième. L'outil restait stable dans sa main, pointé directement sur ma poitrine. Ta femme perfectionne sa technique depuis des années. Un peu de digitaline par-ci, un peu d'arsenic par-là, toujours méticuleuse, toujours patiente, faisant toujours en sorte que cela paraisse naturel. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Combien? Son premier mari, pour commencer. Le pauvre Michael est mort d'une crise cardiaque à 35 ans, laissant à Anya une importante assurance vie. Ensuite, il y a eu son mentor à la faculté de droit, le professeur Williams. Il a subi un accident vasculaire cérébral juste après avoir modifié son testament pour léguer à Anya sa maison, une vieille madame Patterson voisine qui a succombé à des causes naturelles quelques jours seulement après avoir informé Anya qu'elle envisageait de léguer ses biens à une œuvre caritative plutôt qu'à ses nièces ingrates. Bon sang. Anya a le don d'identifier les personnes vulnérables avec des richesses et sans famille proche. Elle se lie d'amitié avec elles, gagne leur confiance, se fait inscrire dans leur testament, et ensuite, eh bien, la nature suit son cours, et toi, tu l'aides. Je fournis l'expertise juridique, testament, fiducie, planification successorale. Je m'assure que l'argent transite sans accroc des victimes à Anya, en prélevant mon pourcentage au passage. Jules vérifia sa montre. En parlant de ça, il est temps de vous ajouter à la liste. La police enquêtera si je meurs, surtout après tout ce qui s'est passé. La police découvrira un homme abattu, grand buveur, incapable de surmonter la perte de sa femme et qui a décidé de mettre fin à ses jours dans le cimetière où son beau-père est enterré. C'est assez poétique, en réalité. Elle leva l'outil, et je savais qu'il me restait environ 3 secondes à vivre. Mais Jules avait commis une erreur critique. Elle avait supposé que j'étais venu seul au cimetière. Le premier coup de feu provint de derrière un grand chêne à une quinzaine de mètres, l'éclair de la bouche illuminant l'obscurité comme la foudre.
Jules se retourna d'un coup, se tenant l'épaule, l'outil lui échappant des mains. Police de Cedar Falls, lâchez votre arme. Le détective Mills émergea de derrière l'arbre, son arme de service pointée sur Jules. Derrière lui se tenait Patricia Wong avec une caméra, et derrière elle Tom Bradley avec une mallette remplie de documents juridiques. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, déclara Mills en menottant Jules. Vous avez le droit de garder le silence. Jules me lança un regard d'une haine pure. Vous m'avez piégé. J'ai appris des meilleurs. Tandis que Mills emmenait Jules, Patricia Wong s'approcha de moi, sa caméra toujours en marche. Monsieur Morrison, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui s'est passé ici ce soir? Jules Morrison vient d'avouer avoir aidé ma femme à commettre l'homicide d'au moins 4 personnes, dont son propre père. Tout est enregistré. Je brandis l'enregistreur numérique que je portais dans la poche de ma veste. Chaque mot. Le lendemain matin, la Gazette de Cedar Falls publiait un article en première page intitulé « Avocate locale arrêtée pour un complot d'homicide sur commande ». L'article reprenait des extraits des aveux de Jules, des détails concernant les décès suspects, et des copies des dossiers médicaux de Robert Kellerman. À midi, Anya avait été appréhendée à son cabinet d'avocat. Le soir, Greg avait été arrêté pour complicité après les faits. À la fin de la semaine, le FBI avait pris le contrôle de l'enquête et gelé tous les avoirs d'Anya en attendant un audit complet de ses transactions financières. J'étais assis dans ma cuisine, parcourant les derniers articles de presse et buvant du café dans une tasse sur laquelle était écrit « Le meilleur papa du monde », un cadeau de Lila quand elle avait 10 ans. La maison était calme pour la première fois depuis des mois. Carla et sa famille étaient partis depuis longtemps. L'ordonnance restrictive avait été levée, et j'étais libre d'aller et venir à ma guise. Mon téléphone sonna. C'était Lila, qui appelait de sa chambre universitaire. « Papa, j'ai vu les informations. Est-ce que ça va? Je vais mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, ma chérie. Je n'arrive pas à croire que maman ait fait toutes ces choses. Je n'arrête pas de penser que j'aurais dû le voir, que j'aurais dû le savoir. Ce n'est pas de ta faute, Lila. Ta mère est extrêmement douée pour dissimuler sa vraie nature. Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va aller en prison pour très longtemps, et tout cet argent qu'elle a hérité, il va être restitué aux familles de ses victimes. » Il y eut une longue pause. « Papa, je suis désolé de ne pas t'avoir cru au début. Tu n'as pas à t'excuser. Je sais à quel point elle pouvait être persuasive. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » J'observais ma cuisine dans ma maison, celle pour laquelle je fais des paiements depuis 12 ans. Je vais reconstruire ma vie, en commençant par réparer cette fuite dans la tuyauterie de la salle de bain d'amis. Papa? Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Après avoir mis fin à l'appel, je suis sorti et me suis tenu dans mon allée, regardant la demeure sur la colline. Il faisait sombre maintenant, désert. Un monument à l'avarice et à l'homicide qui resterait probablement vacant pendant des années pendant que les avocats démêleraient le bourbier juridique qu'Anya avait engendré. La ville bavardait déjà, bien sûr. Certaines personnes présentaient leurs excuses pour avoir cru le pire de moi. D'autres affirmaient qu'ils avaient soupçonné quelque chose d'anormal depuis le début. Quelques-uns se demandaient si j'étais au courant des crimes d'Anya et pourquoi je ne m'étais pas exprimé plus tôt. Je me fichais de ce qu'ils disaient. J'avais appris quelque chose d'essentiel au cours des semaines précédentes. Parfois, le seul moyen de vaincre un méchant est de le devenir soi-même. Pas le genre qui inflige du mal à des innocents, mais le genre qui est prêt à entreprendre tout ce qu'il faut pour révéler la vérité et protéger les personnes que l'on chérit. Anya m'avait qualifié de méchant ce soir-là au manoir, et elle avait raison. J'étais le méchant dans son récit. Le mari gênant qui avait refusé de disparaître discrètement, qui avait posé un nombre excessif de questions, et qui avait refusé d'accepter le récit qu'elle avait essayé de créer. Mais dans mon récit, j'étais le héros. L'homme qui avait apporté la justice aux victimes d'un boucher en série et sauvé qui sait combien de futures cibles du même sort. Je suppose que tout dépend du point de vue. 6 mois plus tard, j'étais de nouveau en activité. Morrison Construction LLC, avec une petite équipe d'hommes qui avaient travaillé pour moi auparavant et une réputation de travail honnête à des prix équitables. L'argent de l'assurance vie d'Anya, qu'elle avait tenté d'encaisser en simulant sa propre disparition avant que le FBI ne l'appréhende, avait été suffisant pour me permettre de recommencer. Lila, ayant obtenu son diplôme cum laude est revenue à Cedar Falls pour m'aider à gérer l'entreprise. Elle avait hérité non seulement de l'intelligence de sa mère, mais aussi de la bonté innée de son grand-père.
Malgré tout ce qu'elle avait enduré, j'éprouvais une immense fierté pour la femme qu'elle était devenue. Greg a été condamné à 3 ans de prison pour complicité après les faits et pour association de malfaiteurs. Il avait connaissance d'au moins une partie des transgressions d'Anya, mais il était trop consumé par l'avarice et paralysé par la lâcheté pour intervenir. Je ne lui ai pas rendu visite pendant son incarcération, cependant, par le biais de connaissances mutuelles, j'ai appris qu'il s'était converti à la religion et qu'il écrivait des lettres d'excuses aux familles endeuillées des victimes d'Anya. Jules a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour son implication dans 4 homicides. Elle a tenté de négocier une réduction de peine en témoignant contre Anya, mais l'accusation disposait déjà d'amples preuves, rendant sa coopération inutile. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle faisait appel de sa condamnation, affirmant qu'elle avait été manipulée par Anya pour participer au crime. Et Anya? Elle a été condamnée à la peine capitale. Le procès a duré 3 mois et a attiré l'attention des médias nationaux. L'accusation l'a dépeinte comme une meurtrière en série calculatrice qui avait mis fin à la vie d'au moins 4 personnes pour un gain financier. Inversement, la défense s'est efforcée de la présenter comme une victime de violence, poussée à des actes désespérés par des circonstances indépendantes de sa volonté. Le jury a délibéré pendant moins de 6 heures. J'ai assisté à chaque jour du procès, assis au dernier rang, observant mon ex-femme tenter de convaincre 12 étrangers qu'elle était autre chose qu'un monstre. Elle avait visiblement perdu du poids pendant son incarcération, et ses cheveux avaient blanchi, cependant, ses yeux reflétaient toujours cette intelligence calculatrice qui m'avait initialement captivé 2 décennies auparavant. Le jour où le verdict a été rendu, elle s'est tournée et m'a regardé alors qu'on l'emmenait menotter. Je n'ai pas pu discerner si elle cherchait le pardon ou jurait vengeance. Quoi qu'il en soit, c'était sans importance. Elle était destinée à mourir en prison, tandis que j'étais destiné à vivre en liberté. Ce soir-là, je me suis aventuré au Rusty encore pour la première fois depuis la nuit où Dave Collins et ses associés m'avaient confronté. L'établissement était bondé et, à mon entrée, les conversations ont cessé. Pendant un bref instant, j'ai anticipé de recevoir le même accueil hostile que j'avais rencontré auparavant. Au lieu de cela, Dave Collins s'est levé et a commencé à applaudir. En quelques instants, tout le bar m'accordait une ovation debout. C'étaient les mêmes personnes qui avaient nourri les opinions les plus défavorables à mon égard, qui étaient prêtes à me bannir de la ville sur la base de simples rumeurs et de fabrication. Maintenant, ils me traitaient comme si j'étais un héros. Mike Chen m'a versé un verre de whisky et l'a fait glisser sur le bar. C'est la maison qui offre, a-t-il déclaré, pour l'homme qui a abattu la veuve noire de Cedar Falls. J'ai parcouru le bar du regard, observant tous les visages, certains amicaux, certains embarrassés, tous me regardant avec un mélange de respect et de curiosité. Ces personnes avaient été si promptes à me juger, si désireuses de croire que j'étais l'antagoniste de l'histoire. Dans un sens, ils avaient raison. J'étais en effet un méchant, mais pas du genre qu'ils avaient imaginé. J'ai levé mon verre en portant un toast. À la vérité, ai-je proclamé, et aux individus assez courageux pour la rechercher. À la vérité, ont-ils fait écho, et ont bu. Plus tard dans la soirée, je me suis rendu au cimetière de Hillcrest et je me suis tenu près de la tombe de Robert Kellerman. La pierre tombale avait été remplacée par une nouvelle, portant les dates de sa naissance et de sa mort, ainsi que l'inscription « Père et grand-père bien-aimé, justice a été rendue ». J'ai tenu ma promesse, ai-je murmuré dans l'obscurité. Elle ne fera plus jamais de mal à personne. Une brise fraîche a fait bruisser les feuilles des chênes, et pendant un instant, j'aurais juré avoir entendu une voix murmurer « Merci » dans le vent. Je suis retourné à mon camion et je suis rentré chez moi en traversant les rues désertes, en passant devant le manoir au sommet de la colline, qui se dressait maintenant comme un monument à l'avarice et à l'homicide. Le lendemain, j'avais une équipe prévue pour commencer les travaux sur une nouvelle maison pour un jeune couple qui démarrait leur vie ensemble. Ce serait un travail honnête pour une rémunération honnête. Le genre de vie que j'avais construite autrefois et que je reconstruisais à nouveau. Le genre de vie qu'Anya avait tenté d'anéantir, mais avait finalement échoué à détruire. Car certaines choses possèdent une force supérieure à l'argent et se révèlent plus durables que les mensonges. Certaines choses, comme la justice, la vérité, et l'amour d'une bonne fille, valent la peine d'être défendues, même si cela nécessite de devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre.